Salut les amis, salut à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore une fois parler de Mercato. Et cette fois-ci, comme vous le voyez à l'image, on va aller faire du data scouting en Belgique. Le data scouting, ce n'est pas juste sortir des noms au hasard, c'est une méthode, des filtres et surtout du contexte. Après le Portugal, je vous propose aujourd'hui de passer en Belgique, justement, pour voir un petit peu ce que la data nous révèle sur ce championnat. Je vais l'utiliser de la même façon, avec la même logique que la dernière fois, sur la dernière vidéo. Mais à la grosse différence que cette fois-ci, ce ne sera pas avec le logiciel de Football Insight, mais ce sera avec ma propre base de données personnelle que je vais vous présenter dans cette vidéo du coup. Donc mes indicateurs, ma base de données, les profils que je compare dans un cadre que moi-même j'ai construit. Et si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Je publierai régulièrement du coup des vidéos d'analyse data, de scouting et des décryptages tactiques forcément sur la chaîne ou des présentations de profils. Et au programme aujourd'hui, du coup, voilà, vous allez voir, je vais vous montrer les premières images, les premiers éléments de ma base de données, Siwaka Scouting, les postes ciblés, les datas des différentes pistes, justement, et ensuite en bonus, si vous avez vu la dernière vidéo, ce sera un peu le même principe. Et donc si on commence sur ma base de données, c'est un travail qui repose sur une base de données personnelle que j'alimente grâce aux données de Wisecout, bien évidemment, et que je structure sur mes propres critères d'analyse. Ce qui m'intéresse n'est pas seulement la performance brute, mais la cohérence des profils avec une vision précise du jeu. Donc vous allez voir, ça va être un petit peu ce qui va ressortir des datas et de ce que je vais vous montrer. Chaque joueur que je vais vous présenter, donc vous verrez des visuels pour mettre en évidence du coup ses forces, ses axes d'amélioration, son rôle, son positionnement aussi dans mon système, dans ma base de données. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez, si c'est assez clair au niveau des visuels. C'est une des premières fois que je vais vous présenter ces images-là, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et comme c'est en constante évolution, ça permettra d'être amélioré au fur et à mesure. Comme vous voyez à l'image, euh, au niveau de la base de données, c'est très complet, 88 pays, 140 ligues présentes dans ma base de données, des datas qui vont depuis la saison 2018-2019 à maintenant. Donc voilà, c'est assez conséquent. Et si on regarde maintenant les postes ciblés, les conditions, si vous avez vu la vidéo précédente sur le Portugal, le principe reste le même. Plutôt que cette fois-ci partir sur 3 profils, on va plutôt se concentrer sur uniquement 2, le défenseur central et le milieu central. Pourquoi 2 et pas 3? Parce que du coup, l'équipe vient d'annoncer que Hendrik, normalement, s'était fait, et il viendra pour occuper la pointe de l'attaque. Donc on va pas repartir sur des joueurs pour cet hiver sur la pointe de l'attaque. On verra cet été, je referai certainement des vidéos dans le style par rapport à ça. Mais voilà, là on va se concentrer uniquement sur le défenseur central et le milieu central. Je garde les mêmes conditions. La valeur marchande sur Transfermarkt à inférieure ou égale à 4 millions d'euros. Et pas de joueurs en priorité du top 4 belge. Donc pas de Bruges, Genk, Anderlecht ou l'USG. Pour respecter un petit peu les conditions financières de l'OL sur un mercato d'hiver. Allez, maintenant on va pouvoir passer au premier joueur. Et donc, du coup, en défense centrale, je vous propose 3 profils assez distincts, justement. Donc le premier, ça va être Emmanuel Kakou, jeune défenseur ivoirien qui est arrivé dans son club du Cercle de Bruges à l'été 2024. Il a joué cette saison pour l'instant 12 matchs, 861 minutes de jeu. Il a marqué un but. Il est droitier. Sa taille n'est pas connue. Donc voilà, j'ai pas l'information. J'ai pas trouvé non plus sur Transfermarkt en regardant s'ils avaient sa taille. A priori, elle n'est pas encore remontée. Comme vous pouvez le voir à l'image, mon système le catégorise plutôt comme un stopper. Dans ma base de données, j'ai 2 rôles pour les défenseurs centraux, soit stopper, soit relanceur. Donc voilà, c'est assez simple. Soit on est plus sur un joueur de duel, un joueur défensif pur, soit plutôt sur un joueur qui va être meilleur sur les aspects de relance, jeu au pied avec ballon. Comme vous pouvez le voir au niveau de ces graphiques, on est sur un joueur de duel, donc qui réussit beaucoup d'actions défensives, dispute beaucoup de duels donc, et qui en gagne beaucoup aussi. Un peu moins bon de la tête, sur le pourcentage de duels gagnés, mais reste quand même au-dessus de la moyenne de son championnat. Il est donc comparé à, vous le voyez en haut, à 61 joueurs qui ont évolué à ce poste de défenseur central dans le championnat belge et qui ont joué plus de 500 minutes. Vous voyez donc du coup qu'il a un contrat jusqu'en 2027, donc il lui reste 1 an et demi de contrat. Il est estimé à uniquement 1,5 million en termes de valeur. On est sur un joueur donc plutôt
purement défensif stopper, qui donc voilà, joue beaucoup de duels, n'est pas forcément un joueur de relance, même si on voit qu'il est à son 59e centile, donc en termes de passe progressive. Il fait peu de courses progressives, donc il n'est pas là pour avancer balle au pied. Il va plutôt rapidement donner son ballon ou faire du jeu long. On voit que physiquement, avec son radar, vous voyez qu'il est dans le haut du panier sur la majorité des métriques physiques. J'ai été regarder précisément sa pointe de vitesse. On est sur une pointe de vitesse à 35,3 km/h, ce qui fait il serait par exemple en Ligue 1 dans le top 10 des défenseurs les plus rapides de Ligue 1. Par comparaison, Mata est à 35 km/h cette saison. Donc vous voyez, il est au moins aussi rapide que Clinton Mata. Donc on ne perdrait pas par exemple sur ce point-là. J'ai vu, alors je vais vous enlever ma tête parce que du coup vous allez voir que derrière moi il y a sa petite heatmap de la saison. Donc c'est son positionnement moyen sur la saison. Donc défenseur central axe droit, qui a aussi joué un tout petit peu en tant que latéral droit, de ce que j'ai vu 2 matchs sur ces 12 matchs cette saison. C'est intéressant de noter que la saison dernière il jouait plutôt axe gauche de la défense, c'est une défense à 4. Voilà, donc vous avez je pense plein d'informations, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de lire toutes les informations du joueur. Et donc ensuite on peut passer sur le deuxième joueur qui est Emin Beyram, donc défenseur central turc de 22 ans qui mesurerait 1m86 d'après Wisecout, qui est lui aussi droitier, qui a joué 19 matchs cette saison pour 2 buts et une passe décisive et 1860 minutes de jeu. Donc vous voyez tout à l'heure Emmanuel Kaku, on était à 860 minutes, lui il en a joué 1860 déjà cette saison. Fin de contrat en 2028 avec une valeur marchande de 4 millions. Donc on est à la limite de ce que j'avais dit au maximum en termes de valeur. Je l'ai mis en avant parce que du coup on est sur un profil de relanceur sur le papier. J'ai été regarder un petit peu plus au niveau des datas. Relanceur oui, mais plutôt relanceur jeu long. Donc c'est-à-dire que il fait quasiment 10 passes longues par 90 minutes. Ça représente quasiment 20% de ses passes, qui sont des passes longues. Ce qui explique aussi du coup le fait qu'il ait un si haut taux de passes progressives et du coup un pourcentage de précision de la passe un peu plus bas. Par contre, contrairement à Kaku, il touche beaucoup plus de ballons, donc on voit que la relance passe plus par lui, c'est plus celui qui est utilisé dans son équipe pour jouer des ballons et faire du jeu long, du coup pour relancer. Et même principe que Kaku, par contre, on est sur un joueur qui va plutôt faire progresser la balle par la passe que par la course. Très, très bas, assez bas, on va dire, sur les métriques de course progressive. Il est aussi très bien placé parmi les défenseurs centraux sur tout ce qui est interception, duel aérien gagné, en termes de pourcentage. Par contre, il joue assez peu de duels au sol, de ce que j'ai regardé précisément, moins de 5 par match, tout en gagnant quand même environ 65%. Parce qu'il peut être, comme vous le voyez, assez bas. Il est à 25 sur le centile en termes de duels défensifs gagnés en pourcentage, mais ça représente quasiment 65% de duels gagnés quand même. Le plus mauvais, on va dire, est à 55% et le meilleur est à 80%. Ça, vous l'avez en bas sur la fiche à droite sur ces axes d'amélioration. Ça, du coup, j'en profite pour vous en parler. Sur ce visuel, vous avez donc les forces et les axes d'amélioration. Ça vous permet de reprendre ces 3 meilleures métriques dans les forces et les 3 plus basses métriques dans les axes d'amélioration. Et vous avez donc sa valeur brute par 90 ou en pourcentage. Et ensuite, vous avez donc le minimum, c'est-à-dire le joueur parmi l'échantillon. Donc là, dans ce cas-là, 61 joueurs. Sur les 61 joueurs, il y en a un qui est le plus faible. Ben, vous avez donc ce minimum du joueur le plus faible et vous avez le maximum, celui qui est le plus fort sur la métrique. Ça permet sur certaines métriques de relativiser et de compenser, de voir que des fois c'est assez proche en termes de valeur, même si la valeur elle peut être très basse ou très haute, l'échantillon du championnat peut être quand même assez resserré aussi. Physiquement, comme vous le voyez, un peu comme Kaku, on est sur un profil très équilibré, assez puissant. Très bien placé dans la majorité des métriques physiques. J'ai regardé sa pointe de vitesse, on est à 34 km/h, donc c'est plutôt pas mal, c'est pas lent en tout cas. Lui aussi, il joue dans une défense à 4, et si j'enlève à nouveau ma caméra, vous voyez donc sa heatmap complètement axe droit de sa défense. Et ensuite, du coup, le troisième joueur, nous avons
Edgaras Utkus, défenseur central lituanien de 1m89, qui a 25 ans et qui est droitier. Il a joué 15 matchs pour 3 buts et 1190 minutes cette saison. Il joue au Cercle de Bruges, donc c'est potentiellement le joueur qui joue avec Emmanuel Kaku. Donc lui, du coup, Kaku joue en axe droit, lui joue axe gauche. Ce qui est intéressant déjà aussi avec Utkus, c'est qu'il est en fin de contrat à la fin de saison, avec une valeur de 1,8 million. Donc du coup, ça peut être un joueur récupéré à petit prix en hiver ou à l'été prochain, gratuitement. Là maintenant, si on regarde un petit peu sur ses métriques, il joue aussi beaucoup de ballons longs, parce que voilà, vous voyez qu'en passe progressive, il est très haut, avec 95 en centile, mais il joue beaucoup de ballons longs aussi, environ 7 par 90 minutes, donc ça représente à peu près 15% de ses passes, sur ce que j'ai vérifié de ses datas. Kaku, qui joue à côté de lui, en joue 5 par 90 minutes pour à peu près 13% de ses passes. Donc vous voyez, on est sur deux joueurs qui jouent relativement long sur les passes, sur les relances, mais lui joue encore un peu plus long que Kaku. C'est un excellent joueur de tête et au niveau des interceptions sur les datas. Et par contre, il joue relativement peu de duels, mais on voit que même s'il joue peu de duels, il en gagne quand même beaucoup. Donc c'est voilà, peu de duels joués, mais beaucoup de duels gagnés. Donc ça reste quand même intéressant. Physiquement, comme vous le voyez, on est sur quelque chose d'assez moyen, à voir comment son équipe joue et quel est son rôle. Avec un Kaku que vous avez vu qui avait lui un rapport physique beaucoup plus complet. Il se peut que ce soit Kaku qui fasse plus les courses de compensation vers l'arrière, les sorties sur les adversaires. Comme vous voyez, lui, il fait moins de duels. Donc voilà, ça peut des fois aussi simplement s'expliquer par rapport à un rôle dans l'équipe plutôt qu'à une défaillance physique. Et encore une fois, sur les datas physiques, il se peut aussi que les échantillons soient très resserrés et que certains ressortent plus fort que d'autres, surtout par rapport à ça. Sa pointe de vitesse quand même qui est assez intéressante, 34,6. Donc voilà, ça reste un joueur globalement assez rapide aussi pour couvrir en retrait. Voilà, donc ça peut être une option intéressante. Vous regardez Sitemap, donc il a joué principalement côté gauche, mais on voit aussi qu'il a joué sur l'axe droit. Et donc on est sur aussi un plutôt profil de stopper qu'un profil de relanceur. Là, je vous propose un petit nuage de points pour classer en fait tous les défenseurs centraux du championnat. Donc les 61 défenseurs centraux à plus de 500 minutes de jeu, donc 61 joueurs qui ont joué dans la position de défenseur central. Et je vous ai mis du coup les 3 joueurs que je viens de vous présenter pour les visualiser un petit peu sur la façon dont je les classe moi sur les scores, leur score de position, et la moyenne en fait des graphiques que vous avez vu juste avant. Donc le graphique technique, le graphique physique. Si vous faites la moyenne de tout ça, ça vous permet de voir l'axe Y qui va au-dessus de moi là. Donc plus il est haut, c'est-à-dire plus ces graphiques sont remplis, et plus il est bas, voilà, c'est-à-dire que les graphiques sont assez faibles. Donc vous voyez bien que Utkus, avec son graphique physique assez petit, assez faible, est forcément plus bas sur l'axe Y que les deux autres que je vous ai présentés, Kaku et Beira. Néanmoins, on voit bien que il est aussi, malgré tout, moins bon dans mes calculs de score que les deux autres que je vous ai présentés, avec Kaku qui serait, selon mes datas, un des meilleurs défenseurs centrales du championnat belge. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler des défenseurs centraux. Et ensuite, on va passer au milieu. Et là encore, je vous propose 3 profils différents. Et vous verrez, c'est surtout 3 rôles différents que je vous propose sur ces joueurs-là. Et le premier joueur que je vous propose, c'est Ryhito Yamamoto. Donc là, il est comparé donc à 58 joueurs qui ont évolué dans ce poste de milieu central dans le championnat belge, toujours avec la métrique des 500 minutes. On est sur un profil box-to-box. Je vous enlève tout de suite ma caméra, que vous voyez sitemap. Box-to-box, il est plutôt, a priori, côté droit sur le terrain. Il est gaucher. Il joue à
Saint-Tron, 3 millions de valeur estimée. Un contrat, a priori sur Transfermarkt, j'ai pas trouvé l'information, mais il a signé en 2024 chez eux. Donc voilà. 24 ans, 1m79, pardon, gaucher, 1727 minutes de jeu pour 18 matchs, 2 buts et 3 passes décisives. Donc là, profil box-to-box, vous voyez les datas physiques, pareil, très dominant sur l'aspect physique par rapport aux autres milieux de terrain, assez fort sur ça, sauf au niveau de la vitesse maximale de cette saison. Et au niveau du rapport technique, on est sur un joueur qui a beaucoup d'expected assists, qui fait aussi bon nombre de passes vers la surface adverse. Peut-être pas beaucoup de courses progressives. Donc course progressive, c'est course balle au pied. Donc voilà, il ne fait pas forcément beaucoup de courses progressives avec le ballon. Par contre, au niveau des passes progressives, 53 dans la moyenne. Globalement, il est dans la moyenne sur la majorité des métriques, les dribbles réussis aussi. Il gagne pas mal de duels aériens pour un milieu de terrain. Et plutôt bon pour intercepter le ballon et pour marquer des buts. Voilà, donc un profil plutôt box-to-box, capable d'avoir des actions défensives et pareil de quand même se projeter et de proposer et de faire des différences devant. Le deuxième profil, Arthur Piedfort de Westerlo, qui l'a rejoint en 2023 et donc il est sous contrat jusqu'en 2027, valeur estimée à 2,2 millions. 20 ans, 1m80, droitier, quasiment 1400 minutes de jeu, 16 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Donc là, on est plutôt sur un profil de meneur de jeu en retrait qui joue plutôt axe gauche, on va dire, sur le terrain. Et donc du coup, là, on est sur un joueur qui gagne beaucoup de duels aériens, qui gagne beaucoup de duels défensifs aussi, donc il aurait certainement pu aussi ressortir en tant que milieu récupérateur, parce que je ne vous ai pas parlé des rôles pour les milieux. On a milieu récupérateur, milieu de jeu en retrait, box-to-box et milieu relayeur. Voilà un petit peu les quatre profils que je ressors dans ma base de données. Donc là, on est plutôt sur un meneur de jeu en retrait, parce qu'il a aussi des métriques assez intéressantes sur les courses progressives, sur la précision de ses passes, sur le nombre de buts marqués et sur les expected assists. Donc, comme il a des bonnes métriques sur ça, il ressort pas mal du coup dans ce rôle de meneur de jeu en retrait. Ouais, son rapport physique, il est dans la moyenne, il est plutôt bon sur les aspects physiques, hein, il n'y a pas de gros manque, limite distance à faible intensité, mais voilà, c'est pas pas très très bas, comme vous voyez, il est quand même, quand on regarde 2100 pour le meilleur, 1200 pour le moins bon, il est à 1600, c'est pas mal, il est plutôt dans la moyenne, même s'il est au centile numéro 33. Distance à haute intensité, il est quand même plutôt bien placé. Peut-être pas beaucoup de courses à haute intensité, mais là c'est pareil. Le moins bon est à quasiment 400, le meilleur à 900 et lui il est à quasiment 600, donc il est quand même plutôt dans la moyenne. Les dribbles réussis, voilà, il est à 50% de dribbles réussis cette saison. Donc le meilleur milieu de terrain est à 83%. Voilà, c'est pas forcément peut-être ce qu'on lui demande le plus. On est plutôt sur un joueur qui a organisé le jeu et à faire des différences par la passe et aussi par des courses progressives. Et le troisième joueur, c'est Malcolm Viltar. Il a joué à Sochaux et à Châteauroux avant de rejoindre Dender en 2024, à l'été 2024. Donc voilà, donc un joueur qui a déjà joué en France en tout cas, et donc français. Donc 23 ans, 1m76 droitier, 1414 minutes de jeu, 18 matchs joués, fin de contrat en 2027, valeur à 800 000 euros. Là, je vous l'ai surtout proposé parce que on est sur un milieu récupérateur. Donc c'était l'histoire de vous proposer un joueur qui également était dans un rôle différent. Milieu récupérateur parce que du coup très fort, assez fort en tout cas sur les métriques d'interception et plutôt bon sur les duels aériens gagnés. On voit aussi qu'il est quand même dans les moyennes et moyennes hautes sur les passes vers la surface, les passes progressives et les courses progressives. Et on voit que physiquement, par contre, il est assez élevé sur les valeurs, que ce soit dans les sprints, les distances justement en sprint qu'il peut effectuer, et les accélérations brusques, donc des accélérations à grosse intensité, grosse vitesse. Vous voyez, son radar physique est assez complet et il fait partie des
physiquement des meilleurs joueurs du championnat en tant que milieu de terrain. Donc oui, là c'était plus pour vous présenter un joueur plutôt récupérateur, parce qu'au vu des datas techniques en tout cas, c'est pas forcément le profil vers lequel on s'orienterait en priorité, ça c'est sûr. Donc encore une fois, si on place les 3 joueurs dans le classement de tous les joueurs qui ont joué milieu centraux en Belgique cette saison, donc 58 joueurs à plus de 500 minutes. Sur l'axe Y, donc comme tout à l'heure, les performances techniques, physiques reliées ensemble et divisées. Vous voyez qu'ils sont globalement tous les 3 sur les mêmes valeurs. Voilà. Viltar se rattrapait beaucoup avec l'aspect physique par rapport à l'aspect technique. Pour ça qu'il est quasiment au même niveau que les autres. Mais on voit bien qu'il est quand même en retrait par rapport aux 2 autres que je vous ai montrés, donc Yamamoto et Piedfort, sur le score que je calcule sur les joueurs. Comment je les classe entre eux. Donc vous avez quand même... C'était surtout pour vous présenter 3 profils différents, mais a priori, moi, je suis plus à rechercher un box-to-box ou un meneur de jeu en retrait, donc soit plutôt Piedfort ou Yamamoto, par rapport à ce qu'on pourrait chercher nous au milieu de terrain. Ce serait plutôt un de ces 2 profils-là sur lequel je m'orienterais personnellement. Et donc du coup, si on continue, là je vous ai proposé 2 profils bonus qui sont du coup légèrement en dehors des critères initiaux, soit parce qu'ils évoluent dans un club du top 4 belge, tout simplement, soit parce que leur valeur est aussi un tout petit peu plus élevée. L'idée ici, c'est de vous montrer que si on monte un tout petit peu en gamme, ce que la data est capable de nous proposer dans ce championnat belge. Du coup, j'ai choisi cette fois-ci uniquement 2 milieux de terrain, 2 joueurs qui ressortent plutôt comme des box-to-box dans ma base de données. Donc on a à gauche, vous avez Yacine Titraoui et à droite, vous avez Nathan Saliba. Donc, si on commence par Nathan Saliba, milieu canadien de 21 ans, qui mesure 1m73, qui est droitier, qui a joué quasiment 1000 minutes de jeu pour 16 matchs, 2 buts, une passe décisive. Donc il est sous contrat à Anderlecht jusqu'en 2029 et il a déjà une valeur estimée à 4,5 millions. Donc forcément, plus cher que ce que j'avais dit, et surtout dans un club du top 4 avec un contrat long. Donc ce ne sera pas un joueur qu'on achèterait 4 millions d'euros. On est donc sur un box-to-box, comme vous pouvez le voir sur sa heatmap de cette saison. Beaucoup de densité sur toute la largeur du terrain. On est sur un joueur donc, qui ressort bien sur les dribbles réussis, les courses progressives et les passes progressives, mais aussi également donc, sur les expected assists et les buts marqués. Parce que 2 buts marqués pour 1000 minutes de jeu pour un milieu de terrain, c'est plutôt pas mal. Au niveau du rapport physique, vous voyez aussi il est pas mal du tout sur les aspects physiques. À la limite, il y a juste les accélérations brusques et la vitesse max où il est un peu plus en retrait, mais quasiment à l'équilibre, quasiment à la moyenne. Mais sinon, il est quand même globalement assez intéressant comme joueur. Le deuxième joueur, c'est donc Yacine Titraoui, 22 ans, 1m70, droitier, 1640 minutes, 18 matchs joués, 3 buts marqués. Il joue à Charleroi. Il est en contrat jusqu'en 2027. Et lui, c'est plutôt au niveau de la valeur. Donc, il a une valeur estimée à 5 millions d'euros. Si on regarde sitemap, pareil, box-to-box. Vous voyez, c'est un petit peu le même principe que la heatmap de Nathan Saliba juste avant. Et on est sur un joueur là qui a beaucoup de... Par rapport à Nathan Saliba, je regardais beaucoup plus de grosses, ou on va dire pas de points faibles, a priori de points faibles particuliers. Il est plutôt bon partout, et donc bien placé sur les buts marqués, les expected assists encore une fois, la pression de ses passes, le nombre de passes vers la surface, les passes progressives et la course progressive. Les dribbles réussis aussi, il est plutôt pas mal. Peut-être un peu plus faible sur les duels aériens gagnés et les duels défensifs gagnés. Et à côté de ça, on a des datas physiques assez fortes aussi, donc dans les meilleurs de son championnat. Donc voilà, ça peut être un profil, avec Nathan Saliba, 2 profils, si on veut un joueur à une valeur un peu plus élevée, on va dire, qui coûterait un peu plus cher que ce qu'on avait prévu. Ça peut être des profils plus intéressants, et en plus Titraoui, c'est un joueur qui ressort beaucoup que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux justement, qui est beaucoup mis en avant, donc voilà, ça confirme bien par la data en tout cas que c'est un bon joueur. Et là donc du coup, j'ai repris juste le petit graphique
de tout à l'heure, les nuages de points, pour vous montrer où se trouvent les deux joueurs que je vous propose cette fois-ci sur l'ensemble des milieux de terrain du championnat. Donc vous voyez que Titraoui et Saliba sont très hauts et très forts sur les classements en tant que milieu de terrain. Je vous remets sur l'image le positionnement des trois joueurs que je vous ai présenté juste avant pour voir un petit peu par rapport aux deux que je viens de vous montrer ce que ça donne. Voilà. On a vu aujourd'hui 8 profils issus du data scouting en Belgique. Donc 6 joueurs qui respectent les conditions définies au départ et 2 profils bonus que je vous ai proposés qui ne respectaient pas ce cadre mais qui permettaient de montrer un petit peu plus des joueurs plus qualitatifs si on souhaite monter en gamme et qu'on a un peu plus de moyens aussi. L'objectif, c'est pas de dire que ce sont des certitudes, de vous montrer ça et de dire que la data vous emmène sur une certitude de joueur, mais ça permet de montrer comment la data justement peut servir de point d'entrée pour identifier des profils cohérents. Donc selon ce qu'on recherche, hein, comme je vous ai dit, on est recherché soit des box-to-box, ce genre de choses, pour identifier des profils donc cohérents, accessibles et compatibles avec une vision précise du jeu, ce qu'on recherche aussi sur les profils de joueurs qu'on peut nous aussi rechercher. N'hésitez pas, si ce format vous a plu, à vous abonner, liker la vidéo et dites-moi en commentaire si il y a un championnat que vous aimeriez que j'analyse de cette manière-là par la suite. Merci.